20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h01 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. Bienvenue à tous dans 20h l'invité, votre rendez-vous politique du mardi soir. Jean-Frédéric Poisson, président de VIA, la Voix du Peuple et candidat à la présidentielle de 2022, est avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Frédéric Poisson. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je rappelle que VIA, la Voix du Peuple, est anciennement le Parti chrétien-démocrate. Au programme ce soir, les séparatismes. Vendredi dernier, Emmanuel Macron a défini le futur projet de loi. Un contrôle plus accru du financement des lieux de culte et des décisions municipales. Une instruction obligatoire dès 3 ans ou encore la fin de l'enseignement langue et culture d'origine. On fera le point sur toutes ces mesures juste avant d'évoquer le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Autre mesure, cette fois-ci pour la Covid-19, les bars sont désormais fermés à Paris, tout comme les clubs de sport. Les restrictions font leur grand retour sur tout le territoire. Les restaurateurs, eux, appellent à manifester. Alors, est-ce que le gouvernement en fait trop ? On se posera la question ainsi que celle de la relance économique. Réagissez sur nos réseaux sociaux, posez vos questions à Jean-Frédéric Poisson sur Facebook ou Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec Jean-Frédéric Poisson, c'est parti. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Jean-Frédéric Poisson, dans quelques minutes, on va revenir sur votre parcours politique. Avant ça, c'est le mot du jour, un mot qui résume une actualité de ce mardi 6 septembre, choisi par la rédaction politique de Fréquence ESJ. Et ce mot, c'est SUV. L'ONG WWF a présenté 2 rapports ce matin sur l'impact écrasant des véhicules utilitaires sport, notamment sur le climat. La vente de ces véhicules s'est multipliée par 7 en 10 ans. Une catastrophe climatique pour l'ONG. Trop lourd, polluant, incompatible avec les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. WWF demande à limiter la publicité sur ces véhicules et propose une taxe sur les véhicules les plus lourds. Jean-Frédéric Poisson, déjà, est-ce qu'il faut freiner cette vente des SUV ? Je suis toujours frappé d'entendre les écologistes entrer dans ce débat sur la protection de l'environnement par le biais de l'interdiction, de la contrainte, de la taxation. C'est-à-dire qu'on est systématiquement dans des régimes ou des mesures d'ordre coercitif. La deuxième chose qui me frappe beaucoup dans ces débats, c'est que d'un côté, on dit que ces grosses voitures sont plus lourdes, plus polluantes, ce qui est sans doute vrai. Je n'ai pas d'expertise technique particulière sur ce sujet, mais ce qui me choque, c'est le côté sélectif des arguments. Parce que, autant je suis comme nous tous, et je sais que les jeunes générations qui nous suivent sont sans doute plus attentifs que nous ne le sommes nous-mêmes à la question de la protection de la nature et du respect de la nature. Mais tout de même, j'aimerais que, s'il y a un point positif à retenir dans la loi défendue sous le quinquennat de François Hollande sur la transition écologique, c'est ce qu'on appelle le bilan global. Mais sur les SUV, la question des SUV, est-ce qu'il faut interdire ? Alors je vous ai dit, j'en sais rien, sans doute que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Ce que je veux, moi, c'est que quand on s'interroge sur un certain nombre de dispositifs de ce genre, j'aimerais qu'on fasse aussi un bilan énergétique des éoliennes, voyez-vous, parce que je constate que pour fabriquer des éoliennes... Je termine ma réponse. Pour fabriquer des éoliennes, il faut des kilomètres de fils de cuivre, il faut construire des centrales de désalinisation, il faut construire des centrales hydroélectriques pour alimenter en électricité. Bref, autrement dit, je n'aime pas cette idée que l'écologie est systématiquement coercitive, qu'elle est sélective et que, on défend, sous couvert du respect de la nature, un modèle politique qui est en fait un modèle militant et parfaitement engagé. Il n'est pas du tout neutre. Donc les SUV, limiter la vente, pourquoi pas, mais je ne suis pas sûr que ça soit si capital que ça. Merci Jean-Frédéric Poisson. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. Juste avant de revenir sur les sujets qui ont fait l'actualité cette semaine, comme je le disais, on s'intéresse à vous, Jean-Frédéric Poisson. Donc pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, on revient sur votre parcours avec Bastien Cochet de Belfort, où vous êtes né jusqu'à la tête du Parti chrétien-démocrate. Bonsoir Bastien. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir Jean-Frédéric Poisson. Bonsoir. Alors en politique, on reproche souvent que les personnes qui y participent ne viennent seulement de milieux aisés. Et ce n'est pas votre cas, vous avez été, selon vous, élevé à la bagarre de rue. Vous considérez en avoir fait un atout en politique ? Ah, sans doute oui, parce que le courage politique se finit toujours par s'incarner dans une forme de courage physique. Je m'explique, c'est pas qu'on se bagarre tous les jours dans les travées de l'Assemblée, mais quand on est seul à défendre des convictions un peu difficiles, le simple fait d'aller au micro pour parler devant une Assemblée qu'on sait d'avance hostile
Ça réclame un peu de maîtrise de soi et un peu d'habitude de l'affrontement. Donc oui, ça m'a servi sans doute. Alors, dans votre jeunesse, votre parcours scolaire a été plutôt chaotique, mais vous faites... Complètement chaotique. Voilà, complètement chaotique. 8 collèges, je crois, où vous avez été expulsé. Mais vous avez fait une rencontre qui a changé votre vie. C'est celle avec la philosophie. Vous avez d'ailleurs un doctorat en la matière. Est-ce qu'il faut être un peu philosophe en politique? Est-ce que c'est quelque chose qui manque à certains? Ah oui, ça manque même à beaucoup, je pense. Ça ne règle pas tout, mais disons que ça permet, en tout cas dans la conception de la philosophie qui est la mienne, c'est-à-dire une vraie sagesse de vie, au fond. Pas simplement un savoir ou une collection d'idées. Ça donne, je crois, un peu de distance par rapport aux événements. Et il y a 8 béatitudes dans les Écritures saintes, comme vous savez. Il y en a une 9e et une 10e que j'aime beaucoup. La 9e, c'est « Bienheureux celui qui peut rire de lui, il n'a pas fini de s'amuser ». Et la 10e, c'est bienheureux celui qui peut faire la différence entre une montagne et une souris, il s'évitera bien des déconvenus. Alors, ça, justement, c'est de la philosophie et ça s'applique directement en politique. Justement, vous avez un deuxième amour, c'est le catholicisme. Vous avez expliqué... C'est Dieu plutôt que le catholicisme. Mais... Dieu, en tout cas, vous faites sa rencontre le 30 janvier 1982 à 9h15 précise. Vous avez tout juste 19 ans et vous expliquez avoir eu d'un coup la conviction que Dieu vous aimait. Alors, quand on vient d'une famille agnostique comme vous, comment on découvre Dieu et comment on réagit l'entourage? On découvre Dieu parce qu'il vous attrape d'une certaine façon, au bon sens du terme, il vous prend par la main. Comment a réagi l'entourage? Ça dépend. Certains se sont réjouis, d'autres ont été étonnés. Les troisièmes se sont écartés de moi parce qu'ils considéraient que je devenais fou ou infréquentable ou plus très intéressant. Ce qui est certain, c'est que ça change la vie et que j'ai passé 19 ans de ma vie très loin de la fréquentation du bon Dieu. Je ne peux plus m'en passer aujourd'hui et ça fait partie des éléments très concret de ma vie quotidienne. Alors au-delà de la philosophie et donc de la religion, il y a aussi votre engagement politique qui vient plus tard, à l'aube de vos 30 ans. Vous faites la rencontre de Christine Boutin, présidente du Parti chrétien-démocrate à l'époque, un parti de droite conservatrice. C'est elle qui vous a convaincu de vous engager enfin, ou alors votre engagement était inéluctable? Non, j'avais depuis très jeune, dans les banlieues nord de Paris où j'ai grandi, exercé des responsabilités dans ce qu'on appelle le monde socio-culturel. J'étais un très jeune président de Maison des Jeunes et de la Culture. Et je pense que j'ai dirigé des colonies de vacances, j'ai fait des choses comme ça quand j'étais étudiant. J'y ai appris et confirmé que mon centre d'intérêt personnel, c'était la dignité humaine et de prendre soin de mes contemporains. Je ne savais pas sous quelle forme. Mais la politique alors pourquoi s'engager à droite? Pourquoi est-ce que lorsqu'on est chrétien, c'est forcément de la droite, vers la droite qu'on doit se tourner? C'est pas forcément, ça s'est fait comme ça. D'une certaine manière, les choses se sont faites... Dans ces circonstances-là, ça aurait pu être autrement. Il se trouve que c'était comme ça. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les gens de gauche qui sont capables d'avoir le souci de leurs contemporains. La vie quotidienne démontre même sans cesse l'inverse. Maintenant, voilà, c'était le fil conducteur de ma vie, c'est ça. Il se trouve que Mme Boutin m'a donné l'occasion de vérifier ça dans mon existence de manière très concrète, d'abord en étant son collaborateur, puis en étant moi-même élu et exerçant des responsabilités. Justement, en 2013, vous lui succédez à la tête du PCD et vous participez en 2016 à la primaire de la droite et du centre. Vous êtes la figure la moins connue de ce scrutin et vous arrivez avant-dernier avec 1,5% des suffrages, mais le public vous découvre finalement grâce à cette élection. C'était le but premier de votre candidature, faire savoir que vous étiez là et que le PCD était présent. C'était plutôt... c'est toujours l'idée de défendre des convictions dans l'espace public, parce que moi je suis dans la vie politique uniquement pour ça. La primaire me donnait cette opportunité, je l'ai saisie. Elle s'est passée selon les conditions que vous avez parfaitement décrites, c'est-à-dire à la fois un score qui était assez éloigné de celui que j'espérais au départ, mais je n'ai pas été le seul dans ce cas-là, ça ne vous a pas échappé. Et ça m'a donné effectivement l'opportunité ou l'occasion de faire savoir au grand public qu'il restait des personnes qui étaient engagées en politique avec des convictions fortes, et j'ai profité de cette occasion pour le faire savoir. Vous avez déclaré que Christine Boutin était plus anguleuse que vous. Quel dérapage vous regrettez qu'elle ait pu commettre? Qu'est-ce que vous entendez par anguleuse? Anguleuse, l'expression de Christine Boutin est plus rapide et plus impulsive peut-être que la mienne. Alors dans l'impulsivité, il y a des qualités. Ça a desservi le PCD selon vous? Non, ça ne dessert pas forcément. Il y a des moments où il faut savoir être impulsif et d'autres où il faut savoir être secondaire. Moi, je suis plutôt un secondaire. Christine a plutôt un caractère impulsif, chacun son tempérament. Tout peut convenir, c'est là encore une affaire de discours et de circonstances. Merci Jean-Frédéric Poisson. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESV. Les chiffres de la Covid-19 continuent de grimper. Hier, Santé publique France comptait 5084 nouveaux cas et 47 nouveaux clusters en seulement 24 heures.
En réponse, le gouvernement prend de plus en plus de mesures restrictives. En fait-il trop ou pas assez? On voit ça dans quelques instants. Tout de suite, c'est Sexy Back de Justin Timberlake sur Fréquence ESJ It's and Talk. Une heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. 20h15 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. 20h l'invité, c'est en direct jusqu'à 21h. Et nous sommes avec Jean-Frédéric Poisson, président du parti VIA, la Voix du Peuple, anciennement le Parti chrétien-démocrate. La France se dirige-t-elle inexorablement vers un reconfinement? Les mesures restrictives s'enchaînent ces derniers jours dans les grandes villes de France. À Paris, les bars sont désormais fermés. Les universités ne doivent pas dépasser 50% d'occupation de leur salle de classe. Et la grogne des restaurateurs continue. On fait le point avec vous, Jean-Frédéric Poisson, et avec Bastien Cochet. Jean-Frédéric Poisson, vous parlez de diktat sanitaire et de stratégie de peur de la part du gouvernement. Plus qu'une mauvaise gestion de cette crise, vous considérez qu'Emmanuel Macron fait presque exprès de mal la gérer? Non, je pense qu'il ne fait pas exprès, je pense qu'ils sont incapables. C'est beaucoup plus grave que s'il le faisait exprès. S'il le faisait exprès, ce serait calculé au moins. Mais là, malheureusement, ça relève de l'incapacité totale. Je peux comprendre qu'il y ait des balbutiements au début de la crise sanitaire au printemps dernier, lorsqu'on ne sait pas très bien ce que c'est, qu'on a du mal à appréhender à la fois la portée, la nature, etc. Je comprends qu'on tâtonne. Mais cette vague de l'automne maintenant aurait nécessité qu'on ait compris plus tôt que le problème de fond, c'est quoi? C'est la saturation des hôpitaux. Et on reconfine pour une seule raison, parce qu'on a peur que les services de réanimation débordent et que les hôpitaux, obligés de traiter en réanimation les malades du Covid, ne puissent plus opérer les malades du cancer, des pneumonies, je ne sais pas quoi. Donc la question c'est, pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas pris des mesures de réorganisation de la santé publique alors qu'il en avait le temps? Il ne l'a pas fait. En tout cas, le gouvernement a pris des mesures, en tout cas pour limiter les contaminations. Et vous parlez, vous avez dit, je vois bien qu'on profite aussi de cette crise sanitaire pour aboter nos libertés publiques. Ça sonne presque complotiste. Vous considérez que les contraintes sanitaires sont là pour étouffer les mouvements de contestation? C'est pas complotiste du tout. C'est pas moi qui ai inventé la limitation du nombre de personnes dans les rassemblements, y compris les réunions publiques politiques. Oui, mais pour vous, il n'y a pas de justification sanitaire. Non, ça n'est pas. Ben non, mais puisqu'on prend tous le métro. Et donc pour vous, même si on prend le métro, on devrait aussi pouvoir faire toutes les autres activités. Oui, mais bien sûr que oui. On peut se retrouver à 150 dans un wagon de métro à 20 cm d'écart et on ne peut pas se retrouver dans une salle d'université pour avoir un cours. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Alors les salles d'université sont maintenant jaugées à 50% de leur capacité. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, dans les restaurants, les cafés, c'est pareil. Enfin, tout ça est incohérent. On est verbalisé dans la rue quand on est à moto et qu'on n'a pas de masque sous son casque, mais celui qui est à vélo à 1 mètre qui n'a pas de masque, lui, il n'est pas verbalisé. Expliquez-moi. Alors maintenant, cet arrêté de la préfecture de police n'est plus en cours, mais en tout cas... Oui, enfin, n'est plus en cours, je ne suis pas certain du tout, mais... Mais pour vous, ça a été enlevé, mais pour vous, il faut soit tout fermer ou soit tout ouvrir? Non, mais ni l'un ni l'autre. Il faut des mesures sanitaires cohérentes. Lesquelles? Moi, je veux bien qu'on soit obligé de porter un masque, de se désinfecter les mains, parfait. Mais si on peut accéder de manière nombreuse dans les moyens de transport, alors ça veut dire qu'on peut accéder de manière nombreuse absolument dans tous les endroits. Et il ne doit pas y avoir de problème avec ça. Le fond du fond, je vais vous dire ce que c'est. Et on le voit bien d'ailleurs depuis le mois d'avril et les dispositions prises par le Parlement. Tous ces gouvernants ont une trouille bleue de se retrouver un jour devant le tribunal comme les responsables du sang contaminé il y a maintenant quelques décennies. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se protègent. Et très franchement, je suis persuadé que la santé réelle des Français, je pense qu'ils s'en moquent. C'est pas leur problème. Et pour vous, ils devraient finir devant le tribunal? Leur premier problème, c'est de protéger leurs arrières sur le plan judiciaire. C'est tout. Et j'espère que, oui, quand malheureusement pour nous, la crise économique et sociale qui est devant nous et qui s'annonce et qui, je pense, va faire des dégâts, aura produit ses effets, malheureusement pour nous tous, je le répète, je ne la souhaite pas. Vraiment, je ne la souhaite pas parce que je serai touché comme tout le monde. Mais quand cela aura produit ses effets, quand on fera la solde et le total des responsabilités des uns et des autres, oui, j'espère que ceux qui ont décidé tout ça verront leurs responsabilités engagées. J'espère bien, oui. Alors, vous accusez le gouvernement de s'obstiner dans sa méthode et de ne pas vouloir la changer en prenant les décisions qui feraient mieux se porter la France. Pour vous, quelles sont ces décisions que devrait prendre le gouvernement aujourd'hui pour changer du tout au tout? Mais je vous l'ai dit, qu'il y ait des précautions à prendre parce que le virus circule très bien. Mais d'une certaine manière, c'est presque trop tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Où sont les conclusions du Grenelle de la Santé et les mesures prises à l'issue du Grenelle de la Santé sur la réorganisation de la santé publique? Il n'y en a pas.
Où est la coopération active entre la médecine de ville, la médecine privée et la médecine publique pour contrer l'épidémie? Il n'y en a pas. Donc oui aux mesures sanitaires, d'ailleurs je les respecte moi-même, non sans peine, je dois vous le dire, parce que de temps en temps tout ça me tape un peu sur le système, mais voilà, je me dis bon, très bien, on se lave les mains, parfait, il y a du gel, très bien, on achète des masques, formidable, tout ça c'est très bien. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de fermer les restaurants, les bars, les universités pour moitié, demain les salles de sport, et quoi demain encore? Enfin, pour vous, vous êtes pour l'ouverture de ces espaces publics dès le moment où d'autres lieux comme le métro, vous venez de le dire, sont ouverts. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Si on peut prendre le bus bondé, le métro bondé, moi je pratique volontiers la ligne 13 entre Montparnasse et Saint-Lazare, alors je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le restaurant. Donc si les transports étaient mieux organisés... Puisqu'on peut prendre les transports de manière normale, alors on doit pouvoir tout faire de manière normale. C'est assez simple à comprendre. Alors, dans les restaurants, 6 personnes maximum par table, noter ses coordonnées quand on mange dans un restaurant. C'est ça. C'est des mesures suffisantes pour vous, au moins pour éviter qu'il y ait trop de contamination. Pour vous, c'est du vent. Ça sert à quoi? Pour se protéger de quoi? J'y reviens. Y a-t-il une raison particulière de traiter les restaurants et les cafés d'une manière différente de ce qui se passe par ailleurs? La réponse est non. C'est des lieux de socialisation. Il y a aussi les salles de sport, d'autres lieux qui sont fermés. Mais c'est l'entreprise, alors comment vous faites? Mais il y a des mesures qui sont aussi prises en entreprise. Voilà, et bien prenons les mêmes mesures dans les restaurants. C'est d'ailleurs ce qui est fait, non? Oui, mais pour faire du télétravail, c'est plus simple que faire du télétravail. Enfin, vous avez remarqué qu'il n'y a pas manger au restaurant à distance. Il n'y a pas 22 millions de Français qui sont en télétravail, ça vous a pas échappé. Il y a encore des gens qui vont dans leur entreprise pour faire leur boulot tous les jours, heureusement d'ailleurs, parce que ça leur évite d'avoir des difficultés à vivre tout seul chez eux, et confinés et en vase clos. Donc, et pour vous, dans la réalité, presque aucune entreprise ne respecte, et en tout cas ne respecte assez bien ces mesures pour que ce soit sanitairement acceptable. Je crois qu'au contraire, les Français font beaucoup d'efforts, qui respectent beaucoup les choses qu'ils veulent, sans doute un peu trop, et que si on avait un peu davantage d'expression de colère ou de mécontentement par rapport à ces mesures-là, comme les restaurateurs d'ailleurs sont manifestés dans le sud de la France il y a quelques jours, pas que dans le sud de la France d'ailleurs, je pense qu'on s'en porterait beaucoup mieux. Merci Bastien Cochet. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Je rappelle simplement que nous aussi, on est tous masqués dans le studio pour respecter au mieux les mesures sanitaires. N'hésitez pas, posez vos questions à Jean-Frédéric Poisson. Pour ça, il vous suffit d'utiliser le hashtag FréquenceESJ sur Twitter ou sur notre page Facebook. On se charge ensuite de poser vos questions. Avec la reprise de l'épidémie, le gouvernement tente de limiter les impacts sur l'économie. Le maintien des emplois, la santé des entreprises s'annoncent comme les enjeux majeurs de ces prochaines années. L'écologie et la relance verte sont aussi au cœur du projet. Théo Grévin, vous revenez sur ces échéances à plus ou moins long terme. Bonsoir Théo. Bonsoir Manon Blanchis, bonsoir Jean-Frédéric Poisson. 100 milliards d'euros, c'est ce que le gouvernement va consacrer d'ici 2022 à la relance économique. Toutes ces aides, est-ce que ça vous paraît suffisant pour faire repartir le pays dans les prochaines années? Il faudra d'abord qu'on les trouve. Ça, c'est le premier élément. Moi, je vais vous dire, vous avez peut-être compris, je n'ai aucune confiance dans ce gouvernement. Aucune confiance dans le chef de l'État. Aucune confiance dans les messages qui sont comme ça dispersés jour après jour. Vous ne croyez pas aux 100 milliards d'aides? Pas du tout. Non, pas du tout. Et comment dire, d'ailleurs, sur les 100 milliards, il y en a déjà qui ont été annoncés dans les années précédentes. Donc on ne fait que compiler ce qu'on avait déjà annoncé pour aboutir au total de 100. En termes de nouveautés d'investissement comme tel, ça se limite plutôt à 40 ou 50. Donc il y a déjà une première manière un peu d'embrumer ou d'enfumer le propos. Et puis, sur le fond, vous savez, on verra bien comment les choses vont se passer. Ce qui est à craindre, c'est que, comme ça s'est fait pour un certain nombre d'autres dispositions de relance dans le passé, c'est que la majorité de ces aides soit concentrée sur des entreprises qui, en fait, n'en ont pas tant besoin que ça. Qui en a besoin aujourd'hui? Les indépendants, les commerçants, les artisans et les petites entreprises. Bon, je ne sais pas si vous avez pu vous renseigner sur la manière d'obtenir les financements ou les prêts pour un certain nombre de petites structures. C'est la croix et la bannière, pour ne pas dire le parcours du combattant, voire les deux. Donc au fond, si ces 40 milliards, je dis bien 40 et non pas 100, si ces 40 milliards n'ont vocation qu'à renflouer les caisses d'entreprises qui par ailleurs n'en ont pas besoin parce qu'elles sont suffisamment grosses pour s'en sortir seules, ou même qui en ont besoin mais temporairement et de manière sans doute extrêmement ponctuelle, alors je pense qu'on n'arrivera à rien. Je crains qu'on soit en train de détruire de manière durable le tissu des petits commerces et de petites entreprises françaises. Et justement, c'est quoi vos propositions pour booster justement ces petites entreprises dans les prochaines années? 15 milliards seront consacrés à l'emploi dans les 100 milliards, ce qu'a annoncé le gouvernement. Oui, là encore on verra bien ce qu'il en est pour de vrai.
Il y a quelque temps déjà que je défends l'hypothèse selon laquelle le premier ennemi de la relance économique, c'est le poids financier et monétaire de l'État. Il n'y aura pas de relance possible en France tant qu'on n'aura pas ramené l'État au cœur de ses responsabilités. Il faut que vous ayez en tête que le prélèvement public dans notre pays représente 40 000 euros par an pour chaque personne qui travaille. Je parle par salarié. 40 000 euros par an, tout compris. Donc tant qu'on en est à ce niveau de pression, rien n'est possible. Vous pouvez toujours alimenter, trouver des prêts pour financer les choses. Ça ne servira à rien tant que l'État bouffe le reste. Donc il faut baisser tout ça pour que... Et j'ajoute que tout ça se fait par de la dette que vous paierez. Donc faites bien attention. C'est vous qu'on est en train d'endetter, à mon regret, je suis contre ça. C'est vous qu'on est en train d'endetter pour une relance qui est très hypothétique et très hasardeuse. Alors pour les entreprises, il y aura des baisses d'impôts. Est-ce que, comme d'autres dirigeants politiques, vous souhaitez qu'il y ait des contreparties, notamment pour les grosses entreprises? Non, il faut baisser les impôts de tout le monde. Pas les cotisations sociales. Moi, je suis contre la baisse des cotisations sociales parce que les cotisations sociales, c'est du salaire différé, comme on dit. C'est une autre forme de salaire. Donc je ne veux pas qu'on touche au salaire. Je veux qu'on touche au train de vie de l'État. Donc, quelle est la recette de l'État, celle qu'il peut garder? Réponse, ce sont les impôts. Donc je suis pour une baisse massive des impôts générale. Et donc pas de contrepartie pour les entreprises qui ont touché des aides et qui pour autant, il va y avoir des plans sociaux dans certaines entreprises. On voit Bridgestone, ils ont touché des aides, pas de contrepartie pour eux. Ah mais ça, les aides, ça dépend d'où elles viennent, à quoi elles sont consacrées et à quoi elles servent. Je ne vous dis pas qu'il faut maintenir le système de contribution de l'État vers les entreprises identique. D'ailleurs, si le coût du travail et les coûts de production en France n'étaient pas si élevés, les entreprises n'auraient pas besoin d'aide pour y faire face. Donc si vous voulez, quand on réduit la pression de l'État sur les entreprises n'ont plus besoin d'aide. Donc d'une certaine manière, ça règle le problème de soi seul. Alors, vous parliez de la dette, elle va s'établir à 117% à la fin de l'année 2020 en France. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, comment vous feriez pour la rembourser? Je reviens à ce que je vous disais à l'instant. La première des choses à faire, c'est de réduire le train de vie de l'État et en général le poids de la puissance publique dans notre pays et dans l'économie française. Et à partir de là, on peut dégager des marges de remboursement. Si on ne fait pas ça, on continuera ce cycle infernal, puis on va passer de 117 à 120, 130, 150. D'une certaine façon, on peut se demander, ça change quoi pour les Français cette affaire? On s'en rend pas compte parce qu'on ne sait même plus combien ça fait. Vous comprenez, 2300 milliards d'euros, on ne sait pas ce que ça représente. Ça n'a rien de concret. Donc c'est une chose qui est loin des Français. Concrètement, Jean-Frédéric Poisson, le train de vie de l'État, c'est quoi? C'est une chose qui est éloignée des Français. Pour autant, à chaque fois qu'on réduit ses dépenses, on accroît ses capacités de remboursement. Donc au moins, on obtient des finances saines. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Poisson, vous disiez qu'il fallait baisser le train de vie de l'État. Concrètement, qu'est-ce que c'est le train de vie de l'État? Qu'est-ce qu'il faut baisser? Ça veut dire le nombre de gens qui y travaillent, ça veut dire un certain nombre de ses participations dans des entreprises où il pourrait vendre, que l'État conserve des parts dans les constructeurs de centrales nucléaires, ça me paraît normal. Est-ce qu'il doit continuer de conserver des parts dans Renault, dans Air France, dans la SNCF? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il a besoin d'avoir un patrimoine immobilier tel qu'il n'est pas capable d'en faire l'inventaire aujourd'hui? Il faut quand même que vous vous rendiez compte. Donc la réponse, tout ça est non. Ça a commencé. Il y a une quinzaine d'années, le gouvernement de Dominique de Villepin avait commencé à essayer de faire un inventaire des bijoux de famille de l'État pour savoir comment les vendre. Ça s'est arrêté assez vite. Donc il y a beaucoup de mesures à prendre de cette nature et petit à petit retrouver une forme d'équilibre qui sera mieux venue pour nous tous. Merci Jean-Frédéric Poisson. Merci. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. Nous ne sommes pas une société d'individus, nous sommes une nation de citoyens. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron vendredi lors de son discours sur les séparatismes. Dans quelques minutes, on évoque donc ces nouvelles annonces. Juste avant, c'est Sundays de Rhys Lewis sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Une heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. 20h32 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Jean-Frédéric Poisson, président du parti VIA, la voix du peuple, est avec nous jusqu'à 21h. Vendredi dernier, le président de la République a proclamé son discours sur les séparatismes. En réalité, Emmanuel Macron n'en a évoqué qu'un seul en détail, le séparatisme islamiste. Obligation de l'instruction à l'école des 3 ans, charte de la laïcité pour toute association sollicitant une subvention publique. Un projet de loi sera présenté le 9 décembre. Théo Grévin. Jean-Frédéric Poisson, on l'a appris aujourd'hui, le mot séparatisme va finalement être retiré de l'intitulé du texte.
Est-ce que c'est un retour en arrière ? Il faudrait que je sache pour vous répondre quelles sont les intentions qui président à ce retrait. Vous disiez dans votre question il y a quelques instants que on ne parle que d'un séparatisme, parce qu'il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas 26. Le but justement du gouvernement était d'inclure tous les mouvements sectaires, avec le nouveau titre qui sera projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains. Les mouvements sectaires sont déjà visés par des tas de textes, il n'y a pas besoin de réformer la loi de 1905 pour traiter les sectes. Ça n'est pas sérieux. Donc il n'y a que l'islam radical qui est visé dans ce texte. Je ne connais pas, j'y ai d'ailleurs consacré un livre il y a 2 ans, qui s'appelait L'islam à la conquête de l'Occident, et dans lequel j'ai montré que il y avait une stratégie concertée des 57 pays musulmans du monde entier, réunis dans une organisation internationale, dont d'ailleurs écrit et publié, d'une stratégie de domination, d'installation de la charia en Europe. Cette volonté stratégique s'appuyait sur la présence des communautés musulmanes, d'un certain nombre de leurs membres en tout cas, pour petit à petit entrer dans une logique de constitution de sociétés parallèles. J'ai moi-même utilisé le terme de séparation dans mon ouvrage, donc je ne suis pas choqué du tout par ce terme, c'est celui qui convient. Maintenant, il faut aller au bout de cette démarche en expliquant que, effectivement, il y a dans le cœur même de l'islam des choses qui sont parfaitement incompatibles avec la vie telle que nous la concevons en France et sous le régime républicain. C'est ça qu'il faut viser, c'est pas je ne sais quelle secte ou je ne sais quelle organisation. Est-ce que Emmanuel Macron a cité les choses, vous lui aviez reproché de ne pas parler clairement d'islamisme, d'islam politique, d'islam radical? Dans son discours, il l'a fait, est-ce que... Il l'a plutôt fait, oui. Sous ce rapport, je crois que les choses ont été plutôt dites. Je constate aussi qu'il y a un certain nombre de mesures qu'il a annoncées, que j'avais moi-même préconisées dans mon livre il y a 2 ans et que je soutiens depuis longtemps. Donc qu'on fasse migrer par exemple les écoles coraniques, les mosquées et un certain nombre de centres culturels vers le statut de la loi de 1905, donc la loi religieuse et pas simplement la loi 1901 associative, ça me paraît une très bonne mesure. Il faut aller dans ce sens-là. Maintenant, le reste me paraît superfétatoire. L'interdiction de l'enseignement à domicile, par exemple, ou la mise sous contrôle me paraît une atteinte, là encore, aux libertés qui est grave. La scolarisation obligatoire à 3 ans est une atteinte à la liberté des familles qui me paraît grave. Et donc, il n'est pas question... Vous êtes contre cette mesure ? Bien sûr. L'instruction dès 3 ans ? À l'école, mais obligatoire, bien sûr. Ça relève de la responsabilité des familles. Enfin, il y a un moment où il faut savoir qui exerce l'autorité sur les enfants. Est-ce que c'est l'État ou la famille ? J'ai choisi, moi. Pour moi, c'est la famille. Pour la fermeture des enseignements de langue et de culture d'origine, c'est ce que vous souhaitiez, mais comment on applique cette règle-là ? Il ne ferme pas, c'est remplacé par un autre dispositif. Si vous avez bien écouté le président de la République, il a dit qu'on passait d'un système qui n'était pas contrôlé à un système qui est contrôlé en Comment coopération. on fait pour contrôler ? Je ne sais pas très bien. Parce qu'on a déjà du mal à contrôler les enseignants et à faire passer des inspecteurs pédagogiques de manière régulière pour assurer un déroulement de carrière pour eux qui soit normal. Donc je ne sais pas très bien quels moyens de contrôle vont être mis en œuvre pour ça. J'observe en tout cas que, dans la logique qui est la mienne, si on a une volonté d'intégration et de permettre la vie en commun de personnes qui sont sur le même sol, c'est-à-dire nous qui habitons tous en France, l'urgence, ce n'est pas d'apprendre une langue étrangère dès le primaire, fût-elle l'arabe, c'est d'apprendre le français correctement à tous les élèves. Ça me paraît donc complètement décalé d'imaginer que si les petits-enfants apprennent l'arabe à l'école sous contrôle de maîtres qui sont contrôlés par l'État, je ne sais pas comment, on va les faire échapper au contrôle des salafistes et des musulmans conquérants. C'est une lubie, enfin c'est un leurre, c'est un rêve, ça n'existe pas. Justement, sur l'apprentissage de l'arabe, vous l'aviez dénoncé dans le livre dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Emmanuel Macron a annoncé au contraire qu'il allait davantage être enseigné. Pourquoi c'est une mauvaise chose ? Je viens de vous répondre parce que l'urgence me paraît être d'abord que on apprenne le français dans les écoles de France et pas une autre langue, premièrement. Deuxièmement, je pense que c'est méconnaître le poids communautaire que font peser un certain nombre de responsables musulmans sur leur entourage et un certain nombre de leurs co-religionnaires. Mal connaître ce poids, d'imaginer sous prétexte qu'on apprendrait l'arabe à l'école, ça les empêcherait d'aller à l'école coranique où ça ne représenterait pour eux plus aucun intérêt. Mais un jeune musulman qui apprend l'arabe à l'école, qui parle français, en quoi c'est incompatible des valeurs de la République ? Mais moi, je suis en train d'apprendre l'arabe, donc je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas le faire. Je vous dis simplement, c'est une question de contexte. Mais pour les jeunes ? C'est une question de contexte, d'âge. Et très franchement, pour les jeunes, oui, vous parlez des jeunes collégiens. Pourquoi pas apprendre l'arabe au collège ? Ça ne me dérange pas. Mais s'il s'agit d'apprendre à l'école primaire, là, ça me dérange parce que c'est là qu'on apprend aussi la manière dont la langue peut permettre de s'intégrer normalement dans la vie sociale. Et deuxièmement, je vous redis que l'objectif, c'est pas d'apprendre l'arabe pour apprendre l'arabe. Ce qu'a dit le président de la République, c'est pas ça.
Ce qu'a dit le président de la République, c'est on apprend l'arabe, comme ça ils n'iront pas l'apprendre ailleurs. Mais le problème, c'est pas qu'ils apprennent l'arabe ailleurs, c'est qu'on leur met dans la tête des choses qui n'ont rien à voir avec notre vie sociale à nous. Qu'ils fassent en arabe ou en français, ça ne change pas le problème. Jean-Frédéric Poisson, la laïcité fait partie des valeurs de la République. Oui. Pourquoi l'islam ne peut pas devenir une religion comme les autres tant qu'il n'y a pas de dérive ? Ah, alors ça, c'est un sujet très compliqué. Il se trouve que la grande différence entre l'islam et les autres religions, c'est que l'islam ne connaît pas la notion de séparation entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. L'idée de distinguer les deux types d'autorité dans l'islam, ça n'existe pas. Vous mais si ça s'applique en France ? Non, mais c'est pas que ça s'applique. Le problème, c'est de contracter avec une religion qui ne reconnaît pas cette séparation. Pourquoi est-ce que c'est facile de le faire avec le judaïsme et avec le christianisme ? C'est parce que c'est le patrimoine du christianisme, c'est la séparation des deux ordres, comme on dit, temporel et spirituel. Pour le judaïsme, le consistoire central, sous Napoléon, a accepté cette reconnaissance de la dualité des pouvoirs. L'islam ne l'a pas fait. Et l'islam ne peut pas le faire parce que doctrinalement, s'il le fait, ça n'est plus l'islam. C'est ça qui est compliqué pour les musulmans. Et je comprends que ça le soit. C'est pour ça que ce n'est pas la peine d'essayer de leur faire ou vouloir des choses qu'ils ne peuvent pas accepter. La question est plutôt de savoir comment eux, dans leur mode de vie, s'adaptent à la manière de vivre qui est la nôtre. Merci Jean-Frédéric Poisson. Merci. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. 20h39 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Sachez que vous pouvez aussi nous écouter sur les enceintes connectées Alexa ou Google Home, mais aussi sur toutes les applications de radio comme TuneIn ou Radioline par exemple. Fréquence ESJ est absolument partout, vous le saurez maintenant. Le Parti chrétien-démocrate a changé de nom. Jean-Frédéric Poisson, vous êtes aujourd'hui, on l'a dit, président du parti VIA, la voix du peuple. Certains se demandent toutefois si changer de nom sera suffisant pour remporter la présidentielle de 2022. Bonsoir Axel Rebaud. Bonsoir Manon Blangis. Jean-Frédéric Poisson, bonsoir. Est-ce que vous avez vraiment vos chances pour l'élection de 2022 ? Tous les candidats ont des chances d'une certaine manière. La seule manière de ne pas avoir de chance, c'est de ne pas participer. Donc oui, bien sûr, tout le monde les a. Et probablement que cette élection présidentielle est la plus ouverte depuis longtemps, de toutes celles qu'on a connues. Et j'ajoute que pour la première fois en 2022, par rapport au scrutin précédent, je serai moi le seul candidat à revendiquer de manière constante, sincère et loyale et cohérente un programme qui soit à la fois conservateur et moderne. Mais la dernière fois que oui, le Parti évidemment, chrétien... ça fait un espace et donc des chances. La dernière fois que le PCD, Parti chrétien-démocrate, est allé au bout de la présidentielle, c'était en 2001 avec Christine Boutin. 2002, pardon, vous aviez fait 1,19% des voix. En 2017, vous vous étiez rangé derrière François Fillon. Donc même lorsque vous vous ralliez à un parti plus gros, on voit que ce n'est pas assez. Pourquoi aujourd'hui, maintenant que vous êtes seul, avec VIA, donc, pourquoi est-ce que ça serait suffisant maintenant ? Je viens de vous dire, il y a un espace politique qui n'existait pas dans les scrutins précédents. Je ne vois pas quel candidat pourrait, dans le scrutin dans un an et demi, défendre les choses qui nous sont chères, c'est-à-dire le respect des personnes, la volonté d'instaurer des conditions de travail et un dialogue social plus vif, le respect des familles, des territoires, de la vie des associations, des entreprises, le recentrage de l'État, oui, le recentrage de l'État sur ses missions essentielles, la défense de l'identité de la France et de son patrimoine, un rayonnement international accru, etc. Enfin, toutes ces choses qui font le patrimoine des conservateurs, de manière encore une fois cohérente et globale. Et je ne vois pas qui d'autre pourrait défendre ça. Et je pense que ça rejoint l'attente de beaucoup de Français. Et si sur la scène politique française, on n'a aucun autre candidat qui défend ces valeurs, est-ce que ça ne veut pas dire, d'une certaine manière, que les Français, c'est pas ce qu'ils attendent Non, ça veut dire qu'il y a des candidats qui devraient le faire et qui ne le font plus, parce qu'ils ont renoncé. Ça sert à quoi de changer de nom, Jean-Frédéric Poisson ? Ça sert d'abord à évacuer un certain nombre de malentendus. Quand nous avons appelé Parti chrétien-démocrate, notre parti, il y a une douzaine d'années, en utilisant le mot chrétien, nous voulions dire que ce message s'adressait à tous, selon la belle phrase de cet homme politique français qui était Michelet, qui disait « S'il y a un seul homme qui est exclu de cette cité, je ne veux pas en faire partie ». Notre message était donc très universel. Et nous avons toujours eu le souci de nous occuper particulièrement de ceux qui sont en situation de fragilité plus marquée. Et c'était ce que nous voulions dire en utilisant cet adjectif. Malheureusement... Aujourd'hui, c'est un frein d'avoir chrétien dans le nom du parti ? Dans le contexte actuel, malheureusement, ce nom résonne comme un parti communautariste de plus, d'une certaine façon, ce qui est exactement le contraire de ce que nous sommes. Donc quand on en est à ce point de distorsion entre ce qu'on veut dire de soi et la façon dont on est perçu, quand on n'a pas les moyens de résorber cette distorsion, on prend les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire on change de nom. Voilà. Aujourd'hui, vous essayez de séduire un nouvel électorat avec VIA, la voix du peuple ? J'essaie de le convaincre, surtout plutôt que de le séduire. Dans la séduction, il y a quelque chose de faux.
Nous sommes dans une démarche de vérité, et moi en particulier, j'essaie de convaincre qu'effectivement, dans le livre que je publie ces jours-ci, qui s'appelle La Voix avec un X, cette fois-ci du peuple, je dis au peuple français, vous devez impérativement reprendre votre destin en main. Et pour ce faire, il faut redistribuer intégralement l'équilibre des pouvoirs dans notre pays. Voilà quel est le message que VIA, la Voix du peuple, va porter. La religion, elle est toujours très importante au sein du parti VIA? Elle ne l'a jamais été, monsieur. Nous n'avons jamais été un parti confessionnel. Nous ne le sommes pas davantage aujourd'hui. Nous n'avons aucun lien institutionnel avec quelque organisation religieuse que ce soit. Il y a chez nous des gens qui sont agnostiques, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des chrétiens de toutes les confessions, il y a des gens pour lesquels c'est très important, d'autres pour lesquels ça l'est moins. C'est la liberté de chacun. Nous ne sommes pas une association caritative ni religieuse. Et j'ai beaucoup de respect pour les caritatifs et pour les religieux. Nous sommes un parti politique. Nous défendons un projet politique et nos statuts ne disent pas autre chose. Donc vous le dites vraiment, aujourd'hui, avoir le mot chrétien dans le nom du parti, c'était vraiment un frein, vous mettez une mauvaise étiquette. Avec VIA, vous pensez vraiment que vous allez aller plus loin en 2022 ? Ce n'était pas une question de mauvaise étiquette, je vous l'ai dit, c'est une question d'incompréhension. Et encore une fois, quand on n'a pas les moyens de faire comprendre en profondeur ce qu'on veut dire quand on dit quelque chose, on change de dénomination, c'est simplement ce qui s'est passé. Est-ce que ça donne de meilleures chances ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça enlève le frein d'une certaine façon. Donc on est en situation plus facile pour appuyer sur la pédale d'accélérateur. Si vous êtes président en 2022, Jean-Frédéric Poisson, c'est quoi votre première réforme ? Un référendum pour demander aux Français l'application de toutes les réformes que j'ai inscrites dans mon livre La Voix du peuple, qui est un projet institutionnel. C'est-à-dire la première ? Il y en a quelques-unes, mais en particulier le rétablissement du septennat unique, la fusion du Sénat avec le Conseil économique, social et environnemental, c'est-à-dire la constitution d'une chambre qui représente vraiment toute la diversité du peuple français, l'usage systématique ou quasi systématique du référendum annuel sur les grands projets qui intéressent les Français, l'aménagement du territoire, les questions migratoires, la réforme de l'État, etc., etc. Donc vous désirez donner davantage la parole au peuple ? Il faut que le peuple retrouve la responsabilité, les droits qui sont les siens, et qu'on lui vole. La réalité, c'est ça. Le pouvoir est confisqué dans la France d'aujourd'hui par un petit nombre de personnes qui décident pour eux, qui utilisent les lois et les institutions pour se protéger eux-mêmes et qui se moquent complètement de savoir comment la France est gouvernée. Je voudrais vous convaincre de ça. Donc, la question n'est pas quelle politique publique on range comme dans un catalogue pour savoir par quoi on commence. La question est comment on enlève le pouvoir des mains qui le tiennent de manière illégitime et comment on le redonne à tous ceux qui devraient l'avoir et qui ne l'ont pas. Voilà. Merci Jean-Frédéric Poisson. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Dans moins de 3 minutes, on revient sur un dernier grand sujet d'actualité internationale. Cette fois-ci, l'Azerbaïdjan et l'Arménie continuent de se disputer le territoire du Haut-Karabakh. Emmanuel Macron, en accord avec l'Union européenne, demande des explications. On voit ça juste après Let's Love de David Guetta et Sia sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h, en direct, sur Fréquence ESJ. 20h49 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. On est toujours en direct avec Jean-Frédéric Poisson, président du parti VIA, la Voix du peuple et candidat à la présidentielle de 2022. Et dans le Haut-Karabakh, les affrontements continuent entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. 173 maires, députés et sénateurs français demandent à la France, pays ami de l'Arménie, de sortir de sa neutralité. Axel Rebaud. Jean-Frédéric Poisson, est-ce que vous appelez aujourd'hui le président Emmanuel Macron à intervenir dans le Haut-Karabakh ? Ça dépend ce qu'on entend par intervenir. J'observe que l'Azerbaïdjan a appelé durant l'été déjà, puisqu'il y a les premiers incidents qui se sont déroulés au mois de juillet dernier. L'Azerbaïdjan avait appelé la France au secours. La France fait partie d'un groupe de pays qui sont chargés d'essayer de trouver des apaisements entre le Haut-Karabakh et l'Arménie, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, depuis longtemps. C'est un sujet très compliqué, en réalité. Moi, je pense que ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est de tomber dans une situation qui soit conforme au conflit entre Israël et la Palestine, parce que c'est ce qui nous pend au nez, pour le coup, dans cette région. Donc, vous êtes contre une escalade ? Oui, forcément. Personne ne peut se réjouir qu'une guerre démarre et que ça fasse des morts, parce que ça fait des morts tous les jours, ou presque tous les jours. Donc, voilà, c'est un Comment sujet... est-ce qu'on doit organiser cette diplomatie entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ? Ça, pour le coup, vous savez... Ce sont des conflits séculaires. Tout ça date du démantèlement de l'Union soviétique, donc ça n'est pas d'hier. Ça prend la forme d'un conflit entre des chrétiens et des musulmans, ce qui n'est pas exactement ça au moment où nous parlons, mais personne ne peut sauter cette image de la tête. Ça porte sur un territoire dont pourtant sur lequel l'autorité de l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh, a été reconnue par la communauté internationale il y a maintenant quelques années.
Donc c'est affreusement compliqué. Et il y a en plus des enjeux énergétiques de gaz et de pétrole, comme il y en a tout le temps dans cette région du monde, au point que, pour regarder par exemple, et mettre en parallèle la question syrienne, on ne peut pas comprendre la question syrienne si on ne comprend pas que derrière ça, il y a des questions d'approvisionnement énergétique. Là, c'est pareil. C'est au cœur du sujet. Donc oui, il faut éviter l'escalade. Et la France devrait utiliser le poids diplomatique qu'elle a, s'il lui en reste, pour participer à la résolution de cette crise. Vous pensez que la France doit retrouver son rôle de médiateur international ? Je pense qu'elle l'a perdu et que c'est pas parti pour qu'elle le retrouve. Parce que nous avons fait beaucoup de bêtises. Ça ne date pas d'ailleurs du président Macron. Ça a démarré bien avant lui. Et en particulier auprès de ces populations, vous savez, il y avait la position diplomatique de la France, historiquement, c'est une position d'équilibre. Le général de Gaulle s'était mis à équidistance de l'Union soviétique et des États-Unis. Ses prédécesseurs ont réussi à se mettre à peu près à équidistance du monde arabe. Pour revenir sur le Haut-Karabakh. Mais j'arrive, j'en suis pas parti, j'y arrive. Et donc, toute la question aujourd'hui, c'est effectivement cette position d'équilibre. Nous l'avons perdue parce que nous avons pris, sous François Hollande, déjà sous Nicolas Sarkozy un peu, mais François Hollande en particulier, et depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron, des dispositions qui nous ont fait perdre cette position de médiateur et d'équilibriste. Donc concrètement, c'est très difficile de la retrouver. Le Haut-Karabakh, Jean-Frédéric Poisson, en 1992, s'était autoproclamé indépendant, mais aucun pays de l'ONU n'avait reconnu cette autodétermination. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut revenir là-dessus ? Est-ce que vous êtes pour une indépendance du Haut-Karabakh ? J'ai aucune idée sur cette question. Aucune. Je dis simplement que la communauté internationale ne peut pas voir s'embraser cette région, parce que... Mais pour vous, il appartient à qui aujourd'hui ? À l'Azerbaïdjan ou à l'Arménie, ce territoire ? Je n'en sais rien, et d'une certaine manière, ça n'est pas la question qu'il faut traiter aujourd'hui. La question qu'il faut traiter aujourd'hui, c'est comment on arrête l'affrontement. Il faut traiter les problèmes dans l'ordre, vous comprenez ? Il me semble, moi, de ce que j'ai compris en tout cas, que l'emprise de l'Azerbaïdjan sur ce territoire a été reconnue par la communauté internationale. Donc, si c'est ça la situation, eh bien, il faut se débrouiller pour Dans les faits, non. L'Azerbaïdjan avait perdu le contrôle du Haut-Karabakh. C'était l'Arménie aujourd'hui qui administrait la région, et c'est pour ça que l'Azerbaïdjan passe à l'offensive sur certains conteste le contrôle arménien, oui, pour des raisons de reconnaissance internationale. C'est bien ça le fond du problème. Donc, moi, j'ai pas de solution toute faite. Je dis simplement les diplomates doivent se mettre au travail pour de vrai, et puis que la France, si elle a encore de l'autorité sur le sujet, l'exerce. Et on va voir ce que ça donne. Mais Est-ce que la France pourrait même s'investir militairement dans la région ? Non, militairement, vous n'y pensez pas. C'est pas pas du tout notre affaire. Il y a des tas de pays autour dont c'est le problème. La France a un rôle diplomatique à jouer dans beaucoup de parties du monde. Dans cette partie-là aussi, il n'y a aucune raison qu'on intervienne militairement. Est-ce que vous condamnez l'implication notamment d'Ankara, donc de la Turquie, dans le conflit ? J'ai tendance à me contester de manière assez systématique les pas faits par le président Erdogan sur le terrain international, parce que j'ai bien compris que sa volonté consistait à rétablir le grand sultanat à l'ancienne et pour ne pas dire califat. Donc je me méfie énormément de tout ce que font les Turcs. Vous dites que Erdogan désire recréer l'Empire ottoman ? Oui, d'ailleurs il l'a dit, donc c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Et d'ailleurs il fait tout pour. Et quand je vois la manière dont il se comporte, en particulier à Chypre et à l'égard des Grecs, et la manière dont il se comporte à l'égard d'un membre de l'OTAN, je suis très inquiet. Donc Emmanuel Macron, aujourd'hui, selon vous, n'est pas assez ferme sur la question du Haut-Karabakh ? Non, mais il est ferme sur rien. Il n'a de prise sur rien. Enfin, c'est un drame. Vous voyez bien ce qui se passe. Regardez ce qui s'est passé encore il y a quelques semaines au Liban. Qu'est-ce qu'il devrait faire ? Il arrive comme Zorro en disant « vous allez faire un gouvernement parce que vous êtes des crapules, etc. » Enfin, il faut voir comment il a parlé au... Qu'est-ce que vous feriez à sa place, Jean-Frédéric Poisson ? Je ferai ce que je peux parce qu'il a passé tellement de temps à faire des bêtises sur le plan international que son autorité est perdue. Enfin, est-ce que lui aussi ne fait pas ce qu'il peut ? Mais je ne sais pas comment vous dire ça de manière claire. Il n'a plus l'autorité dont jouissait la France sur le plan international il y a quelques années. Donc quand vous n'avez plus d'autorité, vous pouvez vous démener dans tous les sens, même trépigner de rage si ça vous fait plaisir, ça ne sert à rien. Donc que le peu de crédit qu'il a encore, qu'il l'engage pour résoudre cette crise, très bien, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, est-ce qu'il obtiendra des résultats ? Je n'en sais rien. Pourtant, Emmanuel Macron est très présent sur la scène internationale en ce moment. Ça sert à quoi ? Pour vous, c'est du vent, le fait d'aller dans les pays baltes. Quel résultat ? Également, il est aussi en affrontement avec le président Erdogan sur la question grecque en Méditerranée. Pour vous, c'est du vent, ça ? Vous avez remarqué que les Turcs ont arrêté les forages dans le sous-sol marin grec ? Donc selon vous, Emmanuel Macron n'est pas assez ferme. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Il faut vous l'inciter à faire quoi aujourd'hui contre l'ingérence turque ? Contre l'ingérence turque, il faudrait avoir les moyens de sa politique. Il ne les a pas.
et la volonté d'inscrire la France d'abord dans les pas de la diplomatie américaine de manière traditionnelle, premièrement. Deuxièmement, d'être une espèce de faire-valoir de l'Europe, ou en tout cas de faire comprendre que la France tout seule n'a plus d'importance et que l'Europe doit s'occuper de tout. Ben voilà, nous avons le résultat. Merci Axel Rebaud. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h l'invité, c'est presque fini. On profite des dernières minutes avec vous, Jean-Frédéric Poisson, pour faire l'agenda politique de la semaine. Jeudi, la Cour d'appel de Paris rend sa décision sur le principe des droits voisins, des droits qui prévoient pour la presse une rémunération par les moteurs de recherche. Google refuse de rémunérer les éditeurs pour les extraits et images qu'il reprend sur sa page de recherche. L'entreprise estime que le trafic généré grâce à eux est assez important pour rémunérer ses éditeurs. En novembre 2019, ces derniers ont donc saisi l'autorité de la concurrence pour abus de position dominante de la part de Google. L'entreprise américaine s'est vue contrainte d'ouvrir des négociations. Jeudi, on saura donc si oui ou non l'autorité de la concurrence avait le droit d'imposer à Google de négocier ses droits voisins avec la presse française. Jean-Frédéric Poisson, si la Cour d'appel se prononce en faveur de Google, les négociations ne seront plus obligatoires. Est-ce qu'il faudra tout de même maintenir une pression sur Google ? Ah oui, incontestablement. J'en finis même par me demander si au moins les opérateurs téléphoniques français et les fournisseurs d'accès français à Internet ne devraient pas demander à Google des dividendes particuliers, des subsides particuliers, faute de quoi ils se verraient obligés de filtrer, pourquoi pas d'interdire l'accès à Google de leur technologie. On en est là. Ces entreprises américaines, si grandes soient-elles, doivent comprendre qu'il y a aussi des lois en France et que la France doit les faire respecter. Je doute que la France veuille les faire respecter jusqu'au bout, mais c'est un autre sujet. Vendredi, le tribunal de Paris, cette fois-ci, rend sa décision sur le référé déposé par les instances représentatives de Suez, le numéro 2 dans la gestion de l'eau et des déchets. Un référé qui vise les géants Veolia et Engie. Fin août, Veolia a proposé de racheter 29,9% des parts de Suez, des parts détenues par Engie. Les syndicats de Suez ont estimé ne pas avoir été assez informés et consultés. Les deux entreprises auraient calculé leurs coûts avant d'en informer Suez. Dernier rebondissement, hier soir, le conseil d'administration d'Engie a voté en faveur de l'offre d'achat par Veolia, donc de ses parts dans Suez. Une décision contre celle de l'État qui est actionnaire d'Engie. Jean-Frédéric Poisson, est-ce que cette vente est inquiétante ? Oui, c'est une manifestation supplémentaire de cette espèce de folie qui consiste à constituer absolument et à tout prix, au mépris des intérêts industriels, des savoir-faire, du respect des salariés et des travailleurs, des espèces de géants qui sont des géants au pied d'argile, c'est-à-dire surendettés, et qui perdront beaucoup de billes au passage. Donc c'est une très mauvaise décision. C'est un très mauvais projet. Je soutiens vraiment très énergiquement la position de Suez dans cette affaire. Je me réjouis de savoir que l'État a fait savoir qu'il s'y opposait. Mais vous voyez, dans la France que j'imagine... Rapidement, s'il vous plaît, Jean-Frédéric Poisson. En une phrase, ce genre de transaction, sans l'autorisation de l'État, ce serait pas possible. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h l'invité, c'est déjà terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Jean-Frédéric Poisson d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes le président du parti VIA, la Voix du Peuple, qui est anciennement le Parti chrétien-démocrate. Vous êtes également candidat à la présidentielle de 2022. Demain, de 20h à 21h, c'est Storytelling en direct avec Bastien Cochet et toute sa bande. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain avec un nouvel invité politique, toujours en direct de 20h à 21h. 21h sur Fréquence ESJ. Passez une très bonne soirée. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.